la dernière pour cette deuxième semaine du mois d'avril. Aujourd'hui, vendredi. Nous sommes vendredi, donc 12 avril 2019, au programme, au sommaire, en thématique culture. On s'arrimera, en tout cas, ce qui fait l'actualité dans le monde de l'art. On parlera de slam. Le slam, la poésie urbaine en vogue, on va dire, c'est une sorte de street art aussi, on peut le dire ainsi. Bonjour Marco. Bonjour Alix, merci à vous d'être notre compagnie. On va parler du slam, de la poésie. Je vais faire des rimes, des poèmes à Alix. Elle aussi, elle va m'en faire. J'espère que je vais bénéficier donc de ces vers. Voilà, il faut profiter. Quand on est sur le plateau comme ça, on est très heureux. Toute la famille avec Christelle Akoussa, un chef de famille donc là-haut qui dirige tout avec toutes les équipes de la matinale ici à la RTI, l'émission la plus citoyenne de RTI 1. On est très heureux d'être en votre compagnie. Et puis aujourd'hui, on va parler également du niveau d'informatisation des entreprises de Côte d'Ivoire avec un monsieur féru d'informatique depuis bientôt 15 ans maintenant. Il va nous expliquer un peu comment les entreprises en Côte d'Ivoire s'équipent et puis est-ce que notre niveau d'informatisation en Côte d'Ivoire est suffisant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le futur? Exactement, c'est très important, d'autant plus que nous avons un ministère dédié à l'informatisation de tout ce qui est institution de l'État et tout ce qui est administration. Voilà. Alors, ce sera vers 6h40, donc on a encore un peu de temps. Avant ça, on aura Mr. Friday qui sera bien là. Il a un petit changement de look, vous allez apprécier, j'en suis sûre. Et on a quelques informations sur les hommes et femmes de la semaine. Oui. La dose de fitness, de gym, comme aime à le dire Marco. Et c'est tout ceci avant, bien sûr, de recevoir Monsieur Reda Abegoloun. Il est 5h57, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est la Saint-Jules. Si vous avez un Jules, enfin, Jules César. Prénommé Jules. Ah, justement, monsieur Jules César Oulaye, un grand frère qu'on aime beaucoup dans le domaine médical, délégué médical, très, très apprécié, Jules César. Il a un surnom, voilà, on va pas dire ça à l'antenne, mais sinon, grand frère Jules César, c'est ta fête aujourd'hui. On te souhaite une très, très bonne fête. Les hommes et les femmes de la semaine, on a Pelé, Alix. Exactement, le roi Pelé est à l'hôpital, hélas, pour des examens après son retour au Brésil. L'ex-footballeur de légende Pelé s'est rendu mardi dans un hôpital de Sao Paulo pour passer des examens médicaux peu après son arrivée au Brésil en provenance de Paris où il était hospitalisé 6 jours en raison d'une infection urinaire. Oui, à cette occasion, il a pu rencontrer aussi, en tout cas, celui qui est en train de lui ressembler de manière très proche. Oui. Votre fameux Kylian. Kylian Mbappé. Et je salue également mon fils Kyrian. Alors, on a également l'homme de la semaine, mais dans un tout autre registre avec un peu plus de violence. Khalifa Haftar, c'est en Libye. La bataille pour Tripoli s'intensifie, mesdames et messieurs. L'Union européenne appelle à un cessez-le-feu lundi. Les forces du maréchal Khalifa Haftar ont tenté d'avancer vers la capitale libyenne alors que le pays doit organiser une conférence nationale de la paix soutenue par la communauté internationale mi-avril. Le moins que l'on puisse dire du côté de la Libye, c'est que c'est chaud. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu, vous le savez, le 21 juin. On saura à quelle sauce dans quelle poule la Côte d'Ivoire sera. Tout le monde veut éviter l'Égypte. Et puis en plus, la cérémonie se déroulera au pied des pyramides de Gizeh. Magnifique. Ah oui, en tout cas, lieu emblématique, historique pour notre chère Afrique et pour toute l'humanité d'ailleurs. C'est un bel endroit pour déclarer sa flamme ou redéclarer sa flamme à la personne qu'on aime. Ça donne des idées, en tout cas. Ça donne des idées. Et des idées, il en a plein pour nous ce matin. C'est Mr. Friday qui est installé pour le premier flash. C'est le flash concernant notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Flash Ivoire. On flash ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal au cœur de la matinale. Fin jeudi à Abidjan, de la visite officielle du président de la République arabe d'Égypte. Avant de quitter Abidjan, Abdel Fattah al-Sisi a salué le rôle important de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine et en Afrique à travers notamment sa présence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État égyptien a en outre souhaité que cette visite permette de renforcer la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte sur les plans militaires, économiques et politiques. Notons que 3 accords de coopération portant sur le domaine de la santé, de la culture et des technologies de l'information et de la coopération ont été signés entre les 2 pays au cours de la rencontre.
Et avant de quitter la Côte d'Ivoire, un déjeuner a été offert en l'honneur du président égyptien. Abdel Fattah al-Sisi a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Le compte rendu de Sidonie Davila. Un toast en l'honneur du président égyptien. C'était au cours du déjeuner offert par le président Alassane Ouattara à son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Ce déjeuner, un moment de rapprochement entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, le rappel des souvenirs des excellentes relations qui lient la Côte d'Ivoire et la République arabe d'Égypte, était au centre des échanges. Plusieurs autres instruments en négociation qui permettront d'étendre la coopération ivoiro-égyptienne dans des domaines non encore exploités par nos opérateurs économiques respectifs. Monsieur le Président, chers frères, les potentialités et les opportunités d'investissement sont réelles et ne demandent qu'à être exploitées. En effet, les statistiques indiquent que les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte en 2018 se chiffrent à peine à quelques 31 milliards de francs CFA. Ces chiffres nous interpellent. À travers un partenariat et une coopération dynamique, facteur de développement économique et social. Dans son adresse, le président Alassane Ouattara ne manque pas de saluer l'expertise et le savoir-faire des Égyptiens. Il a également émis le souhait d'une coopération plus accrue entre les deux pays pour relever de nouveaux défis. Un souhait que partage son hôte, le président de la République arabe d'Égypte. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que ma visite actuelle à votre pays frère, la Côte d'Ivoire, sera toujours pour moi d'une valeur, notamment à la lumière du fait qu'elle soit la visite du premier président égyptien à Abidjan dès le début des relations bilatérales entre les deux pays dans les années 60. Le président égyptien a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national par le président Alassane Ouattara au cours de ce déjeuner. Après avoir accompagné son hôte égyptien, Alassane Ouattara a mis le cap sur la capitale politique ivoirienne. À Yamoussoukro, le chef de l'État ivoirien a pris part à la rentrée 2019 du Sénat, la chambre haute du Parlement. Les explications de Kader Sogodogo. Il est 16h39 lorsque l'avion transportant le président de la République, Alassane Ouattara, atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. Le chef de l'État, à sa descente d'avion, est accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, avec à ses côtés les autorités administratives et les élus de Yamoussoukro. Le chef de l'État est à Yamoussoukro pour prendre part à la séance inaugurale de la session ordinaire 2019 du Sénat. Après l'aéroport, le cap est mis sur la terre principale de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où le président de la République, chef suprême des armées, reçoit les honneurs militaires dus à son rang. Honneur rendu par la musique et le drapeau de la garde républicaine, 2 pelotons de la gendarmerie nationale, 3 sections de la garde républicaine, l'ensemble aux ordres du chef d'escadron Thibaut Kipré-Ghislain, adjoint au commandant du groupement 1 de la garde républicaine. Après quoi, le véhicule présidentiel va entrer à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et justement, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le chef de l'État a indiqué que la mise en place du Sénat, avec l'ensemble de ses 99 membres, vise à renforcer le contrôle législatif de l'action gouvernementale en vue d'en accroître l'efficacité et à œuvrer en faveur de la paix, de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a en outre exhorté les sénateurs à enrichir le débat parlementaire en y apportant notamment le point de vue des collectivités territoriales et leurs compétences plurielles. À Abidjan, la première dame a procédé hier jeudi à son cabinet au lancement d'un atelier de travail, un atelier portant sur l'élaboration du plan d'action national 2019-2021 pour la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants. On fait le point avec Viviane Aïman.
Éradiquer ce mal longtemps enraciné dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire et qui ternit l'image du cacao ivoirien sur le plan international. La lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dans les champs de cacao s'avère une lutte longue et difficile et qui requiert de nombreuses énergies. Les plans nationaux d'action 2012-2014 et 2015-2017 mis en œuvre avec le soutien financier des partenaires ont permis de faire progresser la lutte au plan national. Ce jeudi 11 avril, à son cabinet à Cocody, en présence des ministres Abinan Kwaku Pascal et Bakayoko Liramata, respectivement président et vice-présidente du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants, la présidente du comité national de surveillance, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a ouvert officiellement l'atelier de réflexion pour l'élaboration du nouveau plan d'action national pour la période 2019-2021. Prennent part à cet atelier les acteurs des différents ministères, structures et ONG nationales concernées, ainsi que les partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire dans cette lutte. La World Cocoa Foundation, les Nations Unies à travers ces organisations que sont l'UNICEF, l'OIT, tous ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur soutien à la Côte d'Ivoire dans cette lutte. Le président du comité interministériel a dit l'espoir que place le gouvernement dans les travaux de cet atelier de réflexion. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, je n'ai aucun doute, au regard de la diversité, de la qualité et de l'expertise des participants ici présents, que les résultats du présent atelier aideront à la décision et contribueront au renforcement des mécanismes et des stratégies de prévention et de protection des enfants. La présidente du comité national de surveillance, pour sa part, a invité l'atelier à proposer des solutions pertinentes pour contrecarrer l'ingéniosité de plus en plus grande des exploitants d'enfants. En dépit des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, certains de nos enfants sont encore astreints au travail dans notre pays. D'autres également sont victimes de traite transfrontalière. Face à la persistance de ce phénomène, la lutte contre le travail des enfants soulève de nombreux défis, à savoir entre autres la prise en compte de la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement du cacao, ainsi que la déforestation et la culture illégale du cacao dans les parcs, les réserves et les forêts classées. Il est donc nécessaire d'élaborer un nouveau plan d'action national qui permettra de poursuivre et de renforcer les actions déjà initiées en vue de l'éradication du phénomène du travail des enfants. Notons que c'est le 23 mai prochain que le nouveau plan d'action qui va être élaboré sera présenté officiellement. Les acteurs du domaine de la santé ont procédé au lancement des procédures d'accréditation des établissements de santé sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, garantir à tous des prestations de qualité dans les établissements publics et privés grâce à la couverture maladie universelle. L'éclairage de Salimatou Dia. La Côte d'Ivoire enregistre 4260 structures sanitaires, dont 2091 publiques et 2169 privées. En dépit du nombre suffisant de la couverture sanitaire, force est de constater l'insatisfaisante offre de soins dispensée aux patients, selon le ministère de la Santé. Afin de garantir la sécurité et la qualité des prestations, les établissements sanitaires seront soumis à une évaluation pour l'obtention d'une accréditation. Ce sont au total 725 centres de santé que nous aurons à évaluer sur une période à définir d'un commun accord. Toute chose qui est de nature à accompagner le processus de généralisation de la couverture maladie universelle, en abrégé CMU, et qui s'inscrit bien entendu dans le cadre de la mise en œuvre du programme social tel que voulu par le président de la République. Aussi, les activités d'accréditation commencent dès aujourd'hui avec cet événement officiel de lancement. La sécurité des soins, la compétence de l'établissement ou encore la place centrale du patient sont entre autres les fondements et les principes de la qualité. Il s'avère dès lors indispensable de réformer en profondeur notre système de santé en vue d'une valorisation qualitative des ressources humaines doublée, d'un accroissement de la responsabilisation et du changement de mentalité. L'heure a sonné pour chacun de nos agents
de santé publique de notre pays de se conformer aux normes en vigueur dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'accréditation est valable pour une durée de 4 ans et le CRESAC prévoit également une évaluation chaque année des établissements accrédités en vue de surveiller le niveau de la qualité. Parlons à présent d'environnement. La brigade de la salubrité urbaine créée en 2017 va être réformée. Le cadre juridique qui régit le secteur va faire l'objet d'une mise à jour. Grâce Kando. Adapter la brigade de salubrité à la nouvelle politique de gestion des déchets, rendre plus performantes ses activités et lutter contre l'incivisme des populations, des préoccupations qui seront prises en compte au cours de cette rencontre portant sur la réforme de la brigade de salubrité. La réforme s'articulera autour du toilettage des textes juridiques et l'élaboration d'un plan de travail efficace et dynamique. Il faut qu'on ramène des gens aux fondamentaux. Les tests vont venir accompagner, ça va être plus répressif et puis ça va être appliqué. Là, vous entendez Mme la ministre parler de la plateforme. Ça dit que ce ne serait pas seulement l'affaire de la brigade de la salubrité, mais toutes les forces répressives vont rentrer dans la danse au niveau de la plateforme. Et même les populations même seront appelées à faire la police auprès des autres. Pour la ministre Anne Ouloto, un changement de comportement des populations s'impose en matière de gestion des déchets. Il nous faut donc agir. Et agir vite pour inverser la tendance. Cela ne peut plus continuer. Les Rwandais, les Marocains, les Ghanéens et bien d'autres peuples en Afrique ont réussi à changer de comportement pour un cadre de vie propre et sain. Pourquoi les Ivoiriens n'y arriveraient-ils pas? Nous devons maintenant passer à la phase de coercition. La rencontre sera le lieu de proposer une plateforme de collaboration entre la brigade de salubrité et les autres entités de lutte contre la dégradation du cadre de vie. Environnement toujours, la lutte contre la criminalité forestière s'accentue en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, 3 camions de bois de sciage à façon ont été saisis par les agents des eaux et forêts. Pourtant, le sciage à façon est interdit en Côte d'Ivoire depuis 2013. Le préjudice est énorme et la pratique décimerait les forêts ivoiriennes. Le reportage de Soro Corona. Le sciage à façon c'est défini comme le sciage qui s'est fait à l'aide d'une tronçonneuse, d'une scie mobile ou d'un matériel semblable sur un site d'abattage sans autorisation. Cette pratique frauduleuse agresse et détruit la forêt ivoirienne. Pour mettre fin à cette situation, un décret portant interdiction du sciage à façon a été pris en 2013. Malgré toutes ces mesures-là, certaines personnes continuent encore de se livrer à cette activité. Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, aujourd'hui, est vraiment déterminé à mettre fin à toutes ces formes d'exploitation de la forêt. Cependant, ce décret gouvernemental ne freine pas l'activité des hors-la-loi qui s'adonnent toujours à cette pratique frauduleuse. Un camion transportant du bois de sciage à façon a été saisi au corridor ouest de Yamoussoukro. Le mode opératoire utilisé, dissimuler ces planches et chevrons dans des sacs de son de riz. Bon, moi, je suis venu garer le camion. Bon, je ne sais pas s'ils ont envoyé bois. C'est qu'on m'a parlé. Ils disent qu'ils ont mis son de maïs dedans. Qu'on est qu'à partir. En un mois, ce sont 3 camions qui ont été saisis par les hommes du lieutenant-colonel Kwasi Ntayi. Ces opérateurs véreux n'ont aucune chance aujourd'hui. Ils n'ont aucune chance. Même s'ils ont pu échapper au service de terrain, mais ils ne pourront pas entrer à Abidjan ou ailleurs parce qu'ils rencontreront la brigade spéciale sur les chemins. Le ministre des Eaux et Forêts fait de la lutte contre la criminalité forestière sa priorité. La loi punit les coupables du sciage à façon d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 3 à 50 millions de francs CFA. Ainsi se referme cette première tranche d'information. Je vous retrouve à 6h30. Ah, pour une tranche, hein, c'en est une belle, hein, mon très cher. C'était
carrément un carrément un JT. Mais on est très, très heureux d'avoir toutes ces infos au niveau local. Il est 6h, passé de 14 minutes. On vous retrouvera tout à l'heure aux alentours de 6h30, tout juste après la météo et certaines informations socio-culturelles. On va continuer, poursuivre ce rendez-vous avec maintenant le coach, notre coach Cyril Niamké, c'est ça, hein? Exactement. C'est toujours un plaisir d'être avec lui. Mais n'oubliez pas que tout à l'heure, nous allons parler des nouvelles formes d'arnaque sur Internet avec notre spécialiste. Mais juste avant, allez, et si on s'étirait un peu? On y va. Bonjour, bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère vraiment que vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, un enchaînement d'exercices. On va faire 2, 4, 6, 8, 10 et 12 répétitions d'un exercice. Mais avant l'exercice en question, on va faire un walk down, c'est-à-dire marcher avec les mains pour revenir. Donc je vous montre l'exercice. Je vous montre de quoi je parle. Je suis juste arrêté, les jambes écart à la largeur des épaules. Je vais fléchir mes deux jambes, poser les mains au sol, avancer en position de pompe, courir sur place 2 fois. Donc les deux jambes comptent une répétition, d'accord? Donc on va faire 2 répétitions, donc 4 mouvements. 5, 4, 3, 2, 1, on va faire 1, 2 et revenir avec les mains se redresser. Maintenant on part pour 4 répétitions. Donc 8 mouvements. Allez, 1, 2, 3, 4, on revient. On se redresse, on part pour 6 répétitions. On fléchit les jambes, on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on revient. 8 maintenant. Allez, vous devez garder le corps bien droit et monter les genoux au maximum. Les genoux proches du sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. On revient. Là, votre cardio va commencer à... Allez, on va à 10 maintenant, 10 répétitions. On va au sol. Position de pompe, 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient. La dernière, 12 répétitions. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Ouh. Rien de tel pour bien se réveiller qu'une petite séance cardio comme ça, enchaînée avec un exercice très très simple. C'est le feu, ça vous permet de vite brûler des calories, de travailler votre système cardiovasculaire et de commencer la journée de bon pied, au fait, d'être vraiment en forme pour la journée, pour commencer le matin. Vous me direz après votre douche, vous serez bien en forme. Allez, vous pouvez aller jusqu'à 20 répétitions, vous pouvez aller jusqu'à 30 répétitions. Ça dépend de votre endurance et du temps que vous avez. Mais tant que vous pouvez vous entraîner, n'hésitez pas. Allez à fond, mangez correctement. N'hésitez pas à vous bousculer, à bousculer votre corps, à sortir de vos zones de confort, c'est très important. Bonne journée et que Dieu vous garde. Au revoir. Allez, au revoir, coach Cyril Niamké. Merci en tout cas pour cette brève séance de fitness. Hein. C'était des exercices d'étirement. Voilà, il faut s'étirer les articulations pour permettre à tout ça de bien fonctionner. Et voilà. Avant d'avoir le point route, on a quelques informations pour vous, hein, notamment pour des anniversaires. Nous sommes le 12 avril et un 12 avril 1971, on a eu la naissance de Shannon Doherty. Elle est née Shannon Maria Doherty. Elle est réalisatrice américaine. Son surnom dans ses rôles de séries de télévisées, Beverly Hills, c'était Charmed. Voilà, on s'en rappelle encore. Et puis aussi, c'est pour revenir à des couleurs plus locales et politiques également, et puis culturelles aussi, parce que c'est un homme multiple et multiforme. Monsieur Paul Akoto Yao, homme politique de Côte d'Ivoire, l'auteur de L'Envol des tisserands, un livre qu'on a toujours plaisir à lire et à relire, célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Nous aimerions nous souhaiter donc un être annuel des plus joyeux et des plus glorieux. Joyeux anniversaire, doyen Paul Yao Akoto. Ensuite, nous avons, bien sûr, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la journée internationale du vol spatial habité. Alix et moi, souvent, on s'est dit, mais il y a des journées aussi. Journée internationale du vol spatial habité. Le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin réalisait, ce que vous savez, pour la première fois au monde, un vol spatial habité.
Voilà, donc depuis ce jour-là, on a décidé de garder cette date-là en lettres d'or, quoi, parce que c'est une prouesse pour l'homme d'aller dans l'espace. Voilà, dans l'espace. Même si Yuri Gagarin disait qu'il allait dans l'espace et il n'a pas vu Dieu. Et ça lui a valu des foudres de bon nombre de Toutefois, maintenant, les choses personnes. se développent avec une célèbre compagnie qui organise des voyages à l'espace. Vous avez réservé? Ouh, ça coûte, hein. Bien vous sûr, pouvez me l'offrir. C'est rien pour vous, ça. Ben, surtout pour vous. Hein. Oui, en rêve, on va s'offrir ça en rêve. Et puis quand on se réveille comme ça, le reste, on est gratuit. dans l'espace et puis le reste, voilà, quoi, c'est évident. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de la bonne humeur. Nous sommes très, très heureux. Dans un instant, nous allons recevoir nos premiers invités. Est-ce qu'on a le point route, monsieur Gaoussou? L'homme a tout fait. Est-ce qu'on a le point route? On y travaille avec, bien sûr, toutes nos équipes sur le terrain afin de nous envoyer des images du point route. Mais pendant ce temps, on va essayer d'installer monsieur Adja, voilà, pendant ce temps, avec qui nous allons parler dans un instant de nouvelles formes d'arnaque sur Internet. Alix, il faut être très important, il faut être très prudent hein, sur Internet. Hein. Il y a des promesses de visa assorties d'un emploi à l'étranger. Il y a le marketing de réseau ou le film. En tout cas, il y a des moyens multiformes d'escroquer des personnes sur... C'est clair. Il y a du mailing vous informant que vous avez remporté une certaine somme. Même si vous n'avez pas joué à quelque jeu que ce soit, vous êtes gagnant. Mais bon, il faut faire attention. Hein. Notre spécialiste est là. Bonjour, monsieur Adja. Bonjour. Ça va bien? Bien réveillé? Très bien réveillé. Bien arrivé? Bien arrivé. Alors, dites-nous tout alors, monsieur. Alors, ce matin, nous allons continuer de parler de toutes ces escroqueries qui nous menacent. Mais particulièrement celles que nous rencontrons sur Internet. D'accord. Vous savez, on rencontre très souvent des annonces qui vous promettent du travail, des visas d'abord. Nous avons, désolé monsieur Adja, nous avons un petit souci avec votre micro pendant que nos techniciens s'attellent à régler cela. Toutes nos excuses, hein. Mais tout va bien. Nous allons aller pour le point route. J'avais annoncé tout à l'heure le point route, c'était pas encore prêt. Là, maintenant, on me dit que c'est prêt. On va y aller, mesdames et messieurs. Alors, Alix, rendez-vous au premier virage? C'est clair. Et voilà, c'est un virage. Avec votre tenue donc, de Formule 1 comme moi. On est en bombeur ce matin. Oui, c'est demi pour ce vendredi, porte du week-end. Justement, on a l'image de ce vendredi-là où de deux côtés de cette voie emblématique, boulevard Lagunaire, on a une circulation assez dense pour vendredi. C'est demi, voilà, c'est demi. Vendredi matin, on a en tout cas assez de circulation. C'est l'après-midi que ça va changer, ça c'est sûr. Alors, c'était là au pied, on était au pied de l'immeuble Djekano. Alors, quid du De Gaulle, maintenant on est au garde à vous, voilà ce que ça donne, mesdames et messieurs. Là aussi, on a un trafic qui est en train de se densifier petit à petit au fur et à mesure que le temps devient de moins en moins jeune et de plus en plus vieux. L'heure passe, ça court, les voitures aussi. On espère que vous faites attention à tous les éléments de visibilité et que, voilà, c'est bien les drapeaux de Côte d'Ivoire. C'était Côte d'Ivoire-Égypte? C'est clair, oui, pour voilà, la visite, du président égyptien. Allez, on a réglé les soucis du micro, voilà. Il n'y a pas d'arnaque au micro. Hein. Non. Ah, monsieur Jean-François, c'est clair ici. Ça marche bien maintenant. Merci, voilà. merci. On y va. Bien, et donc nous disions que plusieurs officines ouvrent pour un moment et promettent des visas assortis d'emplois à l'étranger. Ils profitent naturellement de la misère des jeunes gens, du manque d'emploi au plan local, pour leur promettre des emplois. D'abord des visas assortis des emplois. Quel est le mode opératoire concernant cette arnaque spécifique? Oui, ils font plusieurs annonces sur Internet. Ensuite, ils vous contactent personnellement à partir d'adresses mail que vous avez certainement envoyées sur un site de recherche d'emploi. Et puis, ils ouvrent une officine. Ils encaissent de l'argent durant 2 ou 3 mois. Durant ces 2 ou 3 mois, ils vous envoient balader. Et puis, au 4e mois, vous passez, ils ont fermé. Ils sont partis. Donc, en temps, ils ont escroqué peut-être 200, 300 personnes. Moyennant qui 500 000 francs, 600 000 francs CFA. Alors, mais comment en 2019, bon, on touche du bois, ça peut arriver à tout le monde. Comment en 2019, on peut être si perméable à ce genre d'arnaque-là? Avec toutes les informations, avec... Voilà, comment ça se fait? Oui, mais c'est déjà la détresse de la recherche d'emploi.
Et puis on vous dit, mais vous pouvez aller travailler en Australie, par exemple, à un moment, faut Dubaï, ticker quand même. vous pouvez aller travailler dans ces pays-là. Et puis, bon, vous allez avoir un travail bien rémunéré. Et tout ça, bon, ça rend les gens crédules de bonne foi. Voilà. Et puis, il y a également le marketing de réseau. Ce qu'on appelle le multilevel marketing. C'est ça, MLM. le MLM. Voilà. À plusieurs niveaux. Hein. À plusieurs niveaux. Il y en a qui sont vraiment de grandes organisations sérieuses qui fonctionnent correctement. Mais il y a de petits malins, comme dans tous les domaines, qui se glissent dans ces activités-là et qui se lèvent un matin, qui créent des entreprises avec le système de marketing de réseau. Mais ils utilisent l'argent des derniers arrivants pour d'abord faire profiter aux premiers. Et puis quand les premiers touchent l'argent des derniers, ils font beaucoup de tapage médiatique. Ils appellent la presse. Quand vous devez recevoir votre chèque, c'est de grandes cérémonies dans de grands hôtels. Et au vu au sous de tout le monde, on vous remet votre chèque pour dire « Ah, c'est une réalité ». Et en fait, ce système-là va connaître très vite un blocage lorsqu'il y aura moins d'adhérents, moins de nouveaux adhérents pour financer le système. Et ça sert d'appât. La grosse cérémonie, le grand gagnant du début, voilà. lui, il empoche normalement son argent. Normalement. Mais c'est pour eux un sacrifice, quoi, oui, pour attirer les autres. Voilà, c'est le sacrifice. Et puis après, parce que toute entreprise sérieuse doit évoluer avec un capital de départ. Mais eux, rien du tout. C'est un célèbre Italien, Charles Ponzi. Dont la pyramide de Ponzi. Oui, oui, la pyramide de Ponzi, dont le nom a servi désormais à appeler cette pyramide-là. Charles Ponzi, qui parti de rien, a réussi à faire d'énormes emprunts. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'était ni plus ni moins un escroc. OK. 6h27, la pub, on va revenir avec vous tout à l'heure, M. Adja. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura en début de matinée quelques passages nuageux qui donneront localement de pluies faibles sur le nord, le littoral, le sud forestier. En cours de matinée, le ciel se dégagera progressivement. La bande centrale, quant à elle, restera sous un ciel généralement nuageux. Le mercure affichera au cours de cette matinée 26 degrés à Abidjan et à Adiaké. Une série de 24 degrés est attendue dans les villes de Bondoukou, de Boaké et de Daloa. 25 degrés à Dimbokro. Gagnoa enregistrera 24 degrés ainsi que la ville de Korogo, la région du Tonkouy 23 degrés, 24 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 26 degrés à Sassandra et 25 degrés dans les villes de Tabou et de Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil brillera généreusement sur une grande partie du pays. La chaleur apportée par le soleil se mêlera à la mousson et favorisera le développement de nuages convectifs pouvant donner de la pluie dans le sud forestier, l'ouest, avec des possibilités de débordement sur le littoral et aussi sur le centre. Côté température, on notera au cours de cet après-midi 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, Moa affichera 32 degrés, 33 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et 34 degrés dans le district de Yamoussoukro. Nous vous prions de bien vous référer aux informations météorologiques avant tout déplacement durant cette saison des pluies.
Bonjour et bienvenue dans le 6h30 et on démarre cette tranche d'information africaine avec le Soudan où après plus de 3 mois de contestation, Omar el-Béchir a été contraint de quitter le pouvoir. Le ministre de la Défense a annoncé sa destitution à la télévision publique hier jeudi. Alors que la population manifeste sa joie depuis jeudi donc, l'association des professionnels soudanais, une coordination des militants de l'opposition, estime que les anciens dirigeants ne devrait pas faire partie de l'administration de transition. Elle appelle donc à de nouvelles manifestations. Par ailleurs, un conseil de l'armée supervisera la transition pendant 2 ans, a annoncé le ministre de la Défense. Au Nigeria, la Chambre des représentants ou encore la Chambre basse de l'Assemblée nationale a donné 48 heures au président Muhammadu Buhari pour s'adresser à la nation à propos de l'insécurité générale qui règne dans le pays. La Chambre a pris sa décision suite à une motion d'urgence publique présentée par un député de l'opposition, le PDP. La motion fait partie des résolutions adoptées par les députés lorsque la question a été abordée en séance plénière jeudi à Abuja. Dans sa motion, l'opposition fait savoir que si le président Muhammadu Buhari ne répond pas aux préoccupations nationales grandissantes par le biais d'une adresse à la nation dans le délai imparti, son administration sera perçue comme incapable de contrer le meurtre et la violence qui ravagent le pays. L'Éthiopie veut réguler la vente et la consommation de l'alcool dans le pays à travers des mesures importantes. Les autorités viennent d'interdire toute publicité pour les boissons alcoolisées dans le cadre des efforts visant à promouvoir un mode de vie sain dans ce pays d'Afrique de l'Est. En plus d'interdire les publicités sur les boissons alcoolisées, les prix de loterie liés aux boissons alcoolisées et les panneaux publicitaires faisant la promotion des boissons alcoolisées sont également interdits par la nouvelle réglementation, a déclaré mardi dernier le ministre de la Santé Amir Aman aux médias d'État. Et puis, l'organisation burundaise de lutte contre la corruption et les malversations économiques s'insurge contre l'interdiction par les autorités de Bujumbura des émissions de la Voix de l'Amérique et de la BBC. Les 2 médias émettaient en langue locale. Rendez-vous à 7 heures. Merci, Abdoulaye Koné. Merci, Abdou. Merci pour votre promptitude. Et nous poursuivons avec M. Adja. On parlait tantôt des nouvelles formes d'anarque sur Internet. Nous en étions au MLL, oui. Voilà, le multiple level marketing. C'est ça. Et on parlait justement du mode opératoire et comment les gens se font malheureusement abuser. Ils se font abuser par quelqu'un qui fonde une entreprise. Et puis, les capitaux sont générés par ceux qui viennent pour participer. Il n'y a pas de capitaux de base, hein, c'est basé sur... De base. Oui, c'est vrai. Voilà. Ils ne sont pas actionnaires en tant que tels. Oui, ils ne sont pas actionnaires et les fonds générés par ce système-là sont surtout apportés par les derniers arrivants. De sorte que dès qu'il y a une rumeur de rupture, de difficultés, dès que les nouveaux arrivants cessent d'approvisionner le système, paf, c'est fini. Le système est bloqué, rouillé et même verrouillé. Il ne marche plus. Bloqué, c'est gênant. Bloqué, il ne peut plus marcher. Et donc là, on s'aperçoit maintenant la supercherie. Alors, on va passer au pas de course maintenant, puisqu'on n'a malheureusement pas assez de temps, à la sextorsion. C'est quoi la sextorsion? Oui, la sextorsion, c'est une pratique des cyberdélinquants qui consiste à faire du chantage. Du chantage à des victimes, à des personnes. Ils établissent d'abord un contact avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur plusieurs sites de rencontres. Et puis après, ils commencent à établir une certaine confiance. Ils disent, bon, mais passons rapidement sur la visiophonie. On parle avec les webcams. Et puis, quand ils ont gagné la confiance de la personne, ben, est-ce que vous pouvez vous dénuder, par exemple? L'arnaque à l'amour. Oui, c'est ça. Ça va beaucoup plus loin que l'arnaque au sentiment. Parce que là, il y a une certaine confiance qui s'est installée
et puis on demande à la personne de se dénuder, et pendant ce temps, on enregistre les images ou bien le film. Et puis après, on lui fait un chantage. Ça devient une spirale, quoi. On est là-dedans, Voilà. et puis on lui pense fait un aussi. chantage de projeter ce film-là sur Internet s'il ne donne pas l'argent qu'on lui demande. C'est le lieu de rappeler à tous ceux qui nous suivent que c'est très, très important d'avoir une certaine attention, quoi, par rapport à tout ce qui est Internet. Tout à l'heure, ça tombe bien, nous allons discuter sur ce plateau avec M. Reda Bengeloun. C'est un passionné d'informatique, de technologie de l'information et de la communication. Il va nous parler de sa passion et surtout, on va profiter pour lui poser des questions sur comment sécuriser aussi son système informatique, soit dit en passant. Absolument. On va terminer avec ceux, par exemple, qui font des arnaques en étant copropriétaires, en se disant copropriétaires d'immeubles dans des pays lointains. Voilà, dans des pays lointains, on vous promet d'acheter un immeuble, de participer à l'achat d'un immeuble, un gratte-ciel. Qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais. Alors qu'on n'a même pas pu construire une case au village, à Govoy-Bougou. Et puis, on vous demande d'être propriétaire à Dubaï, en Australie. Il faut être réaliste. C'est clair. Et puis, jamais poser des actes en dehors de nos notaires. Voilà. Voilà. Donc, restez Voilà toujours ce qu'on peut dire. en alerte. Il faut être vigilant, il faut être réaliste. Et puis, chercher à connaître quels sont les organisateurs, les responsables de ces entreprises. La loi fait obligation aux responsables d'entreprises d'afficher leur nom, même sur Internet, et leur numéro de téléphone. Vous verrez que le responsable, par exemple, de Facebook, il a son numéro de téléphone. Yahoo, il a son nom, tout ça. Et on peut le joindre téléphoniquement. Ça, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Adja. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Désolé pour le petit souci du micro, c'était indépendant de notre volonté. Voilà. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous allons parler d'un autre thème très important avec vous. Nous allons recevoir dans quelques instants, Alix, Monsieur Reda Bengeloun, donc passionné de TIC. Et il est depuis bientôt une quinzaine d'années maintenant dans tout ce qui est équipement informatique. Avec lui, nous allons parler un peu du niveau d'informatisation des entreprises ivoiriennes. Comment les entreprises ivoiriennes, avec le temps, ont réussi à s'informatiser. Et puis, voilà, quelles sont les prévisions pour l'avenir. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour que cela continue. Bonjour, Monsieur Reda. Bonjour Marcelin, bonjour Alix. Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Marco a lancé le sujet. On parle de comment utiliser la convergence de nouvelles technologies pour résoudre un grand défi de l'Afrique, à savoir l'informatisation. Déjà, on va parler de chiffres, statistiques. Quel est le point sur le terrain? Très bien. Écoutez, c'est un sujet qui est très important, la convergence des nouvelles technologies. L'idée sous-jacente de cela est de dire qu'aujourd'hui, c'est la première fois où l'homme a autant de moyens que la nation pour changer le monde. Parce que la convergence des nouvelles technologies, permettra justement à l'être humain de résoudre ces grands challenges. Donc pour nous en Afrique, par exemple, les grands challenges, c'est par exemple l'éducation. Comment on fait aujourd'hui pour permettre à nos enfants qui sont dans des zones reculées d'avoir accès à la même éducation qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. On peut parler des problèmes énergétiques. Donc c'est un peu tout ça qui est inhérent à ce thème-là de convergence des nouvelles technologies. Donc l'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire, effectivement, il y a énormément de choses qui ont été faites. Et en termes de statistiques, je pense que ces 3 dernières années, grâce à la vision du président il y a 3 ans qui avait fait la défiscalisation de l'outil informatique, on a pu développer ce secteur d'activité et attirer de nombreux investisseurs. Est-ce que ça a profité aux entreprises ivoiriennes? Absolument. Comment? Absolument. Donc, si vous voulez, la vision à l'époque du président était de dire, le programme s'appelait « Un citoyen, un PC ». C'est ça. D'accord. Et ils ont défiscalisé l'outil informatique, c'est-à-dire qu'ils ont permis aux citoyens ivoiriens et donc aux entreprises qui travaillent dans le domaine des nouvelles technologies de pouvoir développer ce secteur en bénéficiant d'une absence de TVA. Donc c'est 18%. Et donc le coût de l'outil était le même en Côte d'Ivoire qu'en France ou aux États-Unis, etc. Bon, à sa décharge là, depuis le début du mois de janvier, on ne sait pas trop où la mesure en est, parce qu'elle n'a pas été renouvelée encore à ce jour. On espère que ça va être fait. Mais sur ces 3 dernières années, vous parlez de statistiques, on a eu une multiplication par 10 du développement de l'outil informatique, de la téléphonie dans la Côte d'Ivoire. Et donc une multiplication par 10 aussi
du volume d'affaires des entreprises ivoiriennes. Création d'emplois, transfert de compétences, nouveaux investisseurs et une pénétration de la digitalisation dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Ce sont des réformes très importantes qui sont lancées, insufflées par le chef de l'État. À ce titre-là, on aimerait aussi parler de la formation, parce que c'est bien d'introduire de nouveaux outils comme ça, mais il faut accompagner aussi avec la formation. À ce niveau-là, on en est où? Alors, c'est une question très intéressante, Alix, et moi, je vais vous en poser une, et je pense que vous aurez la réponse, puisqu'on a parlé ce matin de phishing, on a parlé de tout ce qui était hacking, etc. Quel est l'endroit dans le monde où toute la connaissance humaine, d'accord, toute la connaissance humaine est disponible aujourd'hui? L'ordinateur? Oui, l'ordinateur sur Internet. OK. Donc, quand je permets aux Ivoiriens, aux entreprises ivoiriennes de développer ce secteur d'activité, de manière indirecte, je donne accès à l'information à tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui est à Korogo, à Kong, je ne sais pas moi, à Bongwanou, avec un ordinateur et une connexion Internet, il a accès exactement aux mêmes informations qu'un jeune qui est basé à Los Angeles. Et donc, permettre le développement des nouvelles technologies, c'est beaucoup plus qu'une histoire uniquement de business, de compétences, etc. Ça donne accès à l'information. Et à la santé. Exactement, la santé, l'agriculture, l'énergie, tout. L'émancipation des femmes. Exactement. Et donc, du coup, touche tous les secteurs. Exactement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense qu'il y a 3 années, sincèrement, quand j'avais vu, moi à l'époque, je voyageais énormément aux États-Unis et j'avais vu le projet du président de la République, dont j'ai été un fervent support sur ce projet-là, j'avais trouvé que c'était un visionnaire. Parce qu'à l'époque, même dans la sous-région, ici en Afrique, et même vous parlez de l'Afrique du Nord, bon, j'ai regardé un peu le JT tout à l'heure, il était le premier. D'accord? Et on espère que cette réforme va être reconduite parce que, honnêtement, c'est quelque chose qui va très, très loin. Vous savez, la réalité virtuelle, je ne sais pas si vous avez déjà vu les casques de réalité virtuelle, etc. C'est en train de se développer. C'est un des moyens de permettre à des zones reculées d'avoir accès à l'éducation. Exactement. Alors, vous qui suivez vraiment l'évolution et surtout, on va dire, l'informatisation des sociétés ivoiriennes, alors comment nos sociétés ivoiriennes s'équipent-elles? Elles se tournent plus vers quoi? Alors, la question est très intéressante et très, très large, mais les entreprises ivoiriennes, aujourd'hui, justement, ont bénéficié de ces réformes-là qui ont permis d'avoir accès aux toutes dernières technologies. Quand j'ai commencé avec mon équipe il y a une 15aine d'années dans le secteur, c'était extrêmement difficile d'avoir accès aux mêmes produits qu'en France. Donc, à l'époque, on nous faisait énormément de refurbish, là, vous savez, le matériel reconditionné. On sait comment on appelle. Voilà, donc vous savez, les gens, ils mettaient des choses, etc. Et on s'est battu bec et ongle en disant déjà à l'époque qu'il était hors de question qu'un Ivoirien ou qu'un Africain, en règle générale, ait un produit de seconde main alors que nous pouvions avoir accès aux mêmes technologies. Parce que déjà, on essaye de résorber le gap entre la Côte d'Ivoire, l'Afrique en général et les pays très développés comme les États-Unis. Alors si on est toujours la 2e, la 3e roue du carrosse, on ne va jamais y arriver. Aujourd'hui, d'accord, eu égard aux différentes réformes qui ont eu lieu et au développement du tissu social, donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je veux dire, il y a à peu près 2000 revendeurs informatiques sérieux qui évoluent dans l'intégration, dans le... Merci de préciser sérieux. Merci sérieux, de préciser exactement. Sérieux. Donc on dit sérieux, des gens qui restent dans le cadre du formel, qui travaillent avec des constructeurs en direct, avec des règles bien précises, etc. Il y en a à peu près 2000, d'accord, en Côte d'Ivoire. Et donc, ces revendeurs-là se spécialisent parce que l'informatique, ce n'est pas uniquement le matériel. Vous avez tout ce qui est solution, ce qui est logiciel. Vous avez parlé de comment se sécuriser tout à l'heure, donc on parlait de hacking, phishing. Donc on peut parler de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est un domaine de l'informatique. Donc aujourd'hui, vous avez des revendeurs connus, je ne vais pas citer de marque, mais connus internationalement, d'accord, et qui permettent... Et ils viennent de plus en plus en Côte d'Ivoire. Exactement, mais ils viennent pourquoi en Côte d'Ivoire? Pourquoi aujourd'hui ce genre de personnes vont choisir plus la Côte d'Ivoire que, je ne sais pas moi, le Mali ou le Burkina Faso? Parce que l'environnement qui avait été créé par cette réforme-là permettait de les attirer. Ce sont des businessmen aussi, ils font des investissements financiers et ils veulent que ces investissements financiers soient pérennes. D'accord? Et donc pour que ce soit pérenne, il faut qu'il y ait un environnement du business,
D'accord? Donc vous connaissez le doing business, je pense que vous en parlez de temps en temps. Il faut qu'il y ait un environnement du business qui les permette de... Incitatif. Exactement, exactement. Et donc ces personnes-là sont venues. Ces 3 dernières années, il y a des constructeurs qui sont venus, qui ont ouvert officiellement des bureaux en Côte d'Ivoire. On n'a pas fait beaucoup de bruit autour de ça, mais qui ont permis de transférer des compétences. Je dis souvent donc à mes collaborateurs, à mes amis et dans le milieu, OK, il y a une différence entre récupérer le poisson et avoir la canne à pêche. Moi, je préfère avoir la canne à pêche et prendre un peu plus de temps pour attraper le poisson. Ce transfert de compétences-là, c'est exactement ça et c'est ça dont les Ivoiriens, nos concitoyens, ont besoin pour être la génération qui dirigera le continent dans les années à venir. Avec ce que vous développiez là à l'instant, c'est dire qu'on a besoin d'une autre donnée, le temps, pour pouvoir avoir un déploiement à 100% sur le terrain. Exactement. On a besoin du temps, mais vous savez, encore une fois, je pense qu'on a les ressources en Côte d'Ivoire, on a les talents, on a les opportunités. On a juste besoin d'avoir un environnement qui nous permette d'exprimer ce talent-là. Et quel serait-il l'environnement? C'est ce que je vous dis, c'est des petites décisions qui paraissent simples, comme celle qui a été prise sur la défiscalisation. J'insiste beaucoup dessus, mais parce que honnêtement, ça a été un boom pour notre industrie. Et les conséquences ont été directes et indirectes. Après, le temps, il nous le faut, mais je ne pense pas qu'on parle de plan sur 5-10 ans. Je pense que les choses sont en train de se passer aujourd'hui. Et puis, petite tache noire, hein, Reda, c'est qu'on a cette mauvaise réputation de la Côte d'Ivoire par rapport à la cybercriminalité, les brouteurs, tout ça. Et comment vous, les professionnels, arrivez à faire en sorte que ça passe et que notre image soit de plus en plus lisse à l'international, par exemple? C'est vrai qu'on a eu cette réputation-là. Je pense que des mesures correctives ont quand même été prises au plus haut niveau. Est-ce que le volet sécurité est désormais garanti pour parer? Garantie, je pense pas. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Ce ne serait pas correct de ma part de dire que c'est réglé et que tout est rose. Mais je pense qu'un certain nombre de mesures ont été prises. Il y a quelques années, on avait un certain nombre d'adresses IP. Donc les adresses IP, c'est les adresses qu'il y a sur vos ordinateurs, qui étaient blacklistées même aux États-Unis. Oui. Et il était impossible de faire autre. D'accord. C'était impossible. Et je pense qu'un certain nombre de choses ont été mises en place au niveau de la cybersécurité. Et c'est dans de bonnes voies. Mais il faut persévérer. Le problème, de temps en temps, on commence quelque chose qu'on ne termine pas. On souhaite aller dans cette direction-là, mais je suis convaincu que vraiment les ressources idoines ont été données pour pouvoir faire le travail qu'il fallait. Alors, au niveau de la même réforme, on a aussi l'informatisation de toutes nos institutions. Oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques infos, vous qui êtes très imprégné de ces questions-là? La réforme, tout ce qui est en fait équipement de ces institutions ont aussi bénéficié énormément de cette défiscalisation, parce que c'est une question de budget. D'accord. Et donc, évidemment, je répète, une défiscalisation, c'était une exonération de la TVA. Donc, sur le budget, ça permettait d'économiser 20%, d'accord, non seulement sur le matériel, donc ça avait un impact direct sur le budget, mais derrière cela, ça permettait aussi aux institutions, donc aux ministères, aux différentes agences gouvernementales, etc., de s'équiper au même prix que s'ils faisaient une importation à l'étranger. Et ça a aussi énormément réduit le secteur informel, parce qu'il n'y avait plus d'intérêt pour les gens de faire de l'informel et donc d'importer par des moyens un peu divers et variés. Et donc le canal officiel était celui qui a bénéficié vraiment le plus. Et donc, au final, les institutions ont pu récupérer du matériel de très bonne qualité. Donc, on a eu énormément de projets sur des data centers, sur des PC, sur des laptops, des équipements de tout le monde et les formations correspondantes. Alors, vous avez l'habitude d'organiser des rencontres avec des professionnels. Là, j'ai ouï dire qu'il y a des choses qui se préparent, tout ça. Les gens qui viennent de notre pays, qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles garanties ils attendent? Au-delà, je sais que vous allez reparler de la fiscalisation encore, oui. D'accord, on a compris. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? La réceptivité de la population, de toutes les couches sociales? Qu'est-ce qu'ils attendent concrètement? Écoutez, je vais vous dire très sincèrement, je me considère comme le premier ambassadeur de mon pays, la Côte d'Ivoire, à chaque fois que je voyage. Et donc, mon rôle a été de justement amener toutes ces personnes-là à venir découvrir la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a un potentiel énorme. Donc, pour vous donner une idée, ces constructeurs-là estiment
que la Côte d'Ivoire pourrait peser à peu près 60%. Donc n'importe quel constructeur des États-Unis, de l'Inde, de la France. Écoutez, là, on a un event dans quelques jours, je ne donnerai pas plus de détails, mais cet event-là, on a le vice... Ok, bah, là, on a le vice-président, par exemple, de Canon Worldwide. Okay. C'est son premier déplacement en Afrique. Je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique subsaharienne. Il le fait en Côte d'Ivoire. Mais ils viennent pourquoi? Mais ils viennent parce qu'ils estiment, ils estiment que la Côte d'Ivoire est un vivier d'opportunités et que justement, il y a eu un certain nombre de réformes visionnaires qui leur permettent de se dire qu'ils veulent investir. Par ailleurs, ce n'est pas de la philanthropie. Ce sont des gens qui considèrent que leur prochain levier de croissance, pour eux, c'est l'Afrique. D'accord ? Et donc, ils savent que s'ils ont un écosystème qui est sain, ils vont pouvoir développer leur activité. Et là, pour l'event qu'on fait, on a une dizaine de présidents, de vice-présidents de première classe qui viennent pour la première fois en Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne, les femmes, comment peuvent profiter de ces présences-là? Est-ce que vous faites toucher, parce qu'ils ne vont pas venir rester dans les hôtels climatisés, il faut qu'ils partent au contact du peuple, du vrai peuple, hein, pas le peuple toujours aseptisé, là, le vrai peuple, les gens qu'on ne voit jamais à la télé. Est-ce que absolument, absolument. Et vous parlez des femmes, je rebondis. J'ai toujours dit qu'un leader qui se prive d'une femme se prive de 50% des talents. Il y a 50% d'hommes, il y a 50% de femmes. Si vous vous privez des femmes, vous vous privez d'un potentiel et d'un vivier de 50% de talent. Okay, et donc, je ne fais aucune différence et je pense que c'est extrêmement important, effectivement, que tout le monde en profite, que la jeunesse en profite. La jeunesse est source d'espoir et la jeunesse est celle qui permettra à l'Afrique de se relever. Ça, soyons-en sûrs. Maintenant, les choses ne viendront pas du ciel. Et il va falloir que la jeunesse aussi aille chercher les choses. Donc typiquement, quand il y a ce genre d'événement, quand il y a ce genre de formation, c'est à la jeunesse aussi de se rapprocher de ces personnes-là, parce qu'elles sont ouvertes. Hein. Elles ne viennent pas justement pour rester dans des environnements purement aseptisés. Au contraire, quelqu'un qui vient ici veut découvrir la belle Côte d'Ivoire et veut voir justement s'il y a les opportunités de développement qu'il faut. Justement, l'outil, c'est clair, il a mis en lumière les opportunités qui se trouvent ici sur le terrain. On parle de l'opportunité justement que la jeunesse devrait saisir lors de ce genre de conférence. Là, elle devrait se prémunir de quoi au préalable pour pouvoir discuter? Il faut avoir quelque chose dans la main. Ouais, écoutez, ce genre d'événement, il y a vraiment, en fait, je pense, tous les segments qui sont touchés. Donc, quand vous avez ce genre d'événement, il peut y avoir des passionnés de matériel, il peut y avoir des gens qui adorent la cybersécurité, il y aura des experts mondiaux de cybersécurité. Donc, je regarde... Le monde devient de plus en plus avec beaucoup de caméras. Exactement. Il y a des caméras partout. J'ai regardé l'émission de Matin Bonheur, on m'a parlé de phishing, on m'a parlé d'un certain nombre de concepts, je veux un peu plus développer. Quand je vais avoir accès à ce genre de personnes, je vais pouvoir poser des questions précises. On a parlé justement du problème de la Côte d'Ivoire étant blacklistée à l'époque. Ces personnes-là ont des données beaucoup plus expertes que les miennes. Moi, j'ai une connaissance transversale, mais eux, ils ont une connaissance spécifique. Donc, c'est vraiment le lieu de s'intéresser et de se poser toutes les questions qu'il faut et d'avoir accès aux experts mondiaux. La législation, si on en parlait un peu, oui. Il faut une législation pour sous-tendre tout ça. Parce que plus on a le développement vertigineux de tout ce qui est digitalisation, informatique, tout ça, mais il faut une législation tranquille et sereine. Mais vous savez actualisée. Ouais, et actualisée. Mais vous savez, ça, c'est des questions très polémiques et qui ne sont pas polémiques uniquement en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner juste un petit exemple intéressant. J'étais donc aux États-Unis, à la Silicon Valley, et ils ont réussi à prouver que les décisions prises par l'intelligence artificielle pour le traitement médical étaient plus précises que les décisions prises par certains médecins. Et la question était de savoir, est-ce qu'on donne l'autorisation à l'intelligence artificielle de prendre la décision d'un point de vue légal? Et si l'intelligence artificielle se trompe, qui est responsable? Voilà. Okay. Donc, quand on parle de législation, je pense qu'il y a des experts encore dans le domaine de la loi, mais vous avez raison, il faut un cadre. À éclaircir. Exactement, exactement. En tout cas, un sujet très intéressant pour le développement. Très intéressant, on a encore 5 minutes avec lui, on va en profiter. Bien sûr. Parce que ce n'est pas toujours on a ce genre d'invité là. Alors, dans nos écoles, c'est très important. Vous savez que le budget de l'État, en partie, va vers l'éducation. Ouais. Donc, c'est une manne. Ouais. Donc, l'éducation a besoin de digitalisation, de plus en plus. Parce que moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est légalement réparti
sur le territoire. Est-ce que le niveau le fossé entre l'informatisation à Abidjan, même qu'à San Pedro, Abidjan, comment faire pour que ça soit harmonisé? Oui. Mais vous avez trouvé que j'insiste, mais c'est tellement important. En fait, c'est exactement la discussion qu'on a eue au début. Tout va du principe de l'accessibilité à l'outil, que ce soit le laptop, que ce soit le téléphone, etc. Aujourd'hui, même la richesse qu'il y a à Abidjan n'est pas la même que la richesse qu'il peut y avoir à Bongouanou. À la limite, si je dois payer 20% plus cher à Bongouanou ou, je ne sais pas, à Korogo, à Yamoussoukro, à Boaké, c'est super. Donc, vous aurez même plus de données que moi. Et donc, du coup, pour pouvoir lisser, il faut pouvoir donner le même type d'accessibilité à quelqu'un qui est à Abidjan, qui a accès à la richesse d'Abidjan, qu'à quelqu'un qui est dans des zones un peu plus reculées. Ça, c'est un. L'éducation, Marcelin, pour moi, personnellement, c'est quelque chose de primordial. Et ça tient aussi à mon histoire. Très rapidement, mon père était un des fondateurs de l'INPH à Yamoussoukro. Il était professeur de mathématiques et d'informatique appliquée. On comprend tout maintenant. Voilà. Et ce qu'il m'a donné, d'accord, ce n'est pas la richesse, c'est mon éducation. D'accord? Et c'est ça qui m'a permis ensuite de me faire et de développer. Et c'est pour ça que l'éducation, pour moi, de la jeunesse aujourd'hui, est la chose la plus importante. C'est vraiment la chose la plus importante. Et donner accès à l'outil informatique, digitaliser le savoir, leur permettre d'avoir accès à tout ça, c'est ça qui fera que dans 20 ans, nous aurons des leaders éclairés chez nous. C'est ultra important. Et nous, on aime à ce plateau-là ébaucher toujours des solutions par rapport aussi au GAP, toujours parlons de formation. Hein. Au GAP, c'est clair que si on doit faire une mise à jour depuis l'utilisation de l'outil en Occident et aujourd'hui, on a vraiment un retard. Ouais. Comment se mettre à jour dans les temps réduits? Écoutez, une des solutions, justement, on revient encore à la technologie qui est en ébauche. Donc, vous prenez par exemple la réalité virtuelle. Imaginons qu'aujourd'hui, dans un endroit reculé de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas justement de professeurs, où les informations ne sont pas aussi données, imaginons, je dis bien imaginons, hein, mais un casque de réalité virtuelle, ok, qui est connecté avec le plus grand expert en mathématiques dans un endroit où il y a, ou même à Abidjan, qui donnerait des cours à ces personnes-là du même niveau qu'on peut avoir dans notre zone. Exactement, ça peut être des types de solutions qu'on a. Alors, quand Martin Luther King a dit « I have a dream », mais quand on se met dans la tête de Reda Benjelloun et on se dit « I have a dream », c'est quoi votre rêve, vous? Écoutez, moi je vais vous dire, je vais reprendre le « I have a dream », donc j'ai un rêve. Je dirais qu'un rêve est nécessaire, mais un rêve sans exécution, ça reste un rêve, et au mieux, ça donnera de la désillusion. Donc moi, j'ai un rêve, celui de faire de la Côte d'Ivoire un endroit meilleur. Et j'essaie de faire tout, chaque jour que Dieu fait, pour faire de ce rêve quelque chose de réel. Okay? Et c'est grâce à vous, grâce aux concitoyens, c'est nous tous qui devons ensemble faire les choses pour exécuter ce rêve de faire de la Côte d'Ivoire un endroit meilleur. Bonne chance. Merci à vous. Merci Alix. Merci Marcelin de m'avoir reçu. J'espère que vous avez pris du plaisir à être là. Énormément, énormément. Merci beaucoup. On vous reçoit quand vous voulez avec le même entrain. Merci. Alors, nous, on essaiera de vous faire rêver avec ces quelques informations que l'on va vous donner pour maintenant. Voilà, Mr. Friday, il s'installe. Hein, on salue le Guillaume. dernier flash. On salue également Alix, Guillaume d'Almeida qui est avec nous sur ce plateau. On a du beau monde dans ce studio. C'est vendredi. C'est vendredi, hein, se relâche. Et puis, on va parler slam. Dans la dernière partie de cette émission, on va slammer. Je vais faire un poème à Alix. Elle aussi. Je lui ai déjà donné quelques éléments de mon poème. Elle a commencé à sourire. Ah oui. Ça promet. Ça veut dire promet qu'elle va accrocher. D'hilarité, c'est clair. Alix, c'est ça le slam. Là c'est comme mon prénom. Hein. Oui, j'attends le reste du texte. Le slam est basé sur le A et le Beaucoup X. de rimes aussi. Beaucoup de rimes. Alix, personnalité lisse, qui nous permet donc de... Enfin bref. Dans sa stimuli. Finalement, le rire a changé de camp. Suivez Matin Bonheur, c'est ça. Mal. Tout à l'heure. Il est 6h59, mesdames et messieurs. Dans quelques secondes, le dernier flash avec Mr. Friday, qui n'a jamais autant bien porté son nom.
bonjour et merci de suivre RTI 1. Jeudi marquait le premier jour des élections générales en Inde, un scrutin gigantesque pour le deuxième pays le plus peuplé au monde qui va se dérouler sur 6 semaines. 900 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés de la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement. Narendra Modi, le Premier ministre sortant, est en lice pour un second mandat. Réfugié depuis 2012 à l'ambassade d'Équateur à Londres, Julian Assange a été arrêté hier jeudi par la police britannique. Le fondateur de Wikileaks a quitté la représentation diplomatique sous escorte policière. Auparavant, Wikileaks avait annoncé sur son compte Twitter que Julian Assange pourrait être expulsé de l'ambassade équatorienne à Londres dans quelques jours. Julian Assange craint en cas d'arrestation d'être extradé vers les États-Unis où il est poursuivi pour la divulgation de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains. Grosse déception pour la communauté des gauchers qui vient de perdre Léonard de Vinci. En effet, les chercheurs du célèbre musée des Offices de Florence affirment désormais que la preuve de Léonard de Vinci était ambidextre. Pour arriver à cette conclusion, l'Institut de recherche et de restauration du musée a longuement étudié 2 inscriptions marquées au verso d'un dessin intitulé Il Paesaggio, la plus vieille œuvre du maestro datée de 1473. Les analyses scientifiques ont permis de déterminer qu'elles avaient été toutes 2 rédigées de la main de Léonard de Vinci et surtout que l'une avait été de sa main gauche et l'autre de sa main droite. En Italie, de vieilles Fiat 500 renaissent sous les mains de Giovanna, âgée seulement de 23 ans. La jeune architecte italienne, passionnée, qui n'y connaissait rien en mécanique, vient de retaper de fond en comble sa vieille Fiat 500. Regardez. C'est au volant de sa Fiat 500 entièrement rénovée de ses mains que Giovanna retrouve son terrain de jeu. Dans ce hangar, elle rénove l'un des plus célèbres modèles italiens de voitures. Une passion née lorsqu'elle s'est assise pour la première fois au volant de celle qu'on surnomme le pot de yaourt. Je l'avais toujours vu de l'extérieur en me baladant dans Rome. Pierre Palmade est sorti dans la soirée de jeudi de la garde à vue où il avait été placé le matin même pour une affaire de viol présumé. Son accusateur, un homme âgé d'une vingtaine d'années, est en revanche toujours entendu par les enquêteurs. Une enquête de flagrance ouverte des chefs de violence sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui avait été confiée au premier district de police judiciaire selon le parquet de Paris. Du sport, du football, la légende du football Pelé est en bonne santé mais restait jeudi en observation, a annoncé l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo après 6 jours d'hospitalisation près de Paris pour une infection urinaire sévère. Alors que Pelé doit se faire opérer pour un calcul à l'urétère dans les prochains jours. L'hôpital brésilien s'est lui montré rassurant sur l'état de santé de la légende du football mondial. En effet, l'état clinique de l'ex-joueur de 78 ans reste stable, a précisé l'hôpital ultramoderne dans son dernier bulletin médical. Et on termine toujours avec du football. Le club d'Arsenal, dorénavant dirigé par Unai Emery, a surclassé le Napoli de Carlo Ancelotti, 2-0, et les Gunners sont en bonne posture en vue des demi-finales de l'Europa League. En 25 minutes, le premier affrontement était déjà quasiment plié. Au mauvais choix et erreur napolitaine, les Gunners ont répondu par l'efficacité, menant 2-0 à la pause, ce qui restera d'ailleurs le score final de la rencontre. L'affrontement retour se tiendra jeudi prochain en Italie. Et puis Chelsea est allé s'imposer au Slavia Prague dans le cadre du quart de finale aller de l'Europa League. L'Espagnol Marcos Alonso a inscrit l'unique but de la partie à la 87e minute de jeu. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Merci Abdoulaye Koné. Excellent week-end à vous.
C'est le week-end, non? On se repose à partir d'aujourd'hui. Ah non. L'information continue jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche. L'information continue. Il est d'astreinte jusqu'au dimanche. C'est avec plaisir, hein, je Allez. suppose. Bon week-end à vous. Merci. Nous, on est là encore pour quelques minutes, justement pour terminer cette émission-là. On parlera culture avec de jeunes gens passionnés d'un certain art, nouvel art d'expression orale. Tantôt, on déclame, on clame, on scande, voilà, on lit des phrases avec beaucoup de rythme. C'est le nouvel art qu'on appelle le slam. Et puis à la base aussi, il y a ce soupçon de revendication là, saupoudré de rimes, puis de bonne humeur. L'idée, c'est d'attirer l'attention et de montrer que vraiment l'art, on peut s'exprimer avec le corps, avec le cœur, vraiment de façon multiforme. C'est la thématique d'aujourd'hui. Mettre en valeur les filles, pour toi, ça veut dire quoi? C'est les filles qui ne souhaitent pas se mélanger avec les garçons ou qui n'osent pas? Je veux que tu me détailles en fait. Parce que pour toi, ça a du sens, mettre en valeur les filles. Mais moi, je veux que tu me dises comment. T'en connais, toi, des filles qui ne veulent pas se mélanger? Alors, le slam, que dit le dictionnaire? Le slam, maintenant, est inscrit au dictionnaire, dans les différents dictionnaires. Que dit le dictionnaire? Le slam, c'est la poésie orale, urbaine, déclamée dans un lieu public, sous un rythme scandé. Que dit celui qui a initié le slam? En l'occurrence, Mark Kelly Smith, qui est américain. En début des années 80, on situe la période de 83. Il dit que c'est la rencontre de la poésie et du spectacle. Le slam, la poésie urbaine en vogue, à travers leurs textes, ils dépeignent les maux de la société ivoirienne, voire africaine. Au slam, tout le monde a le droit de parole, de même que le droit de réponse. Une liberté d'expression particulière règne lors de ces soirées. Dans cette promotion à outrance de la haine, cette course à l'homogénéité, cette culture populaire de la xénophobie, ce culte de l'individualisme, tous s'empressent de revendiquer leurs droits et croyances comme étant supérieurs à ceux de notre prochain. Mais qu'en est-il de nos devoirs, humains avant tout? En quoi ton droit équivaut à devoir tuer l'autre? Dit comme ça fait un peu peur. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est une arnaque, les rimes. C'est trop facile. Ce que je veux, c'est que tu parles comme quand tu parles avec tes copines, en fait. Utilise les mots que tu utilises, avec les expressions que tu utilises et ta façon de parler. Tu fais partie de la société. Communauté. De la communauté, ouais. Ah bah, essaie de me trouver un truc, quoi, pour terminer ta phrase. Mais tout commence par l'écriture. Il y a l'écriture, il y a ce que tu ressens comme idée, que tu ressens comme perception, comme émotion, qu'il faut arriver à traduire. Donc l'écriture est la matérialisation de tout ce qu'on a comme idée en tête. Je suis elle dans la vie. Et voilà, cela nous a mis déjà en mouvement, c'est dire qu'il peut y avoir aussi de la musique dans cette forme de poésie urbaine-là. Avec nos invités en plateau, on va disséquer cet art. Bonjour KPJ. Bonjour Alex. Bienvenue. Bonjour Croque-Mort. Bonjour. Ça va bien? Ça ne s'invente pas. Je rappelle que notre nom à l'état civil, c'est Didier Lalaye. Vous êtes tchadien. On salue tous ceux qui nous regardent de ce grand et beau pays donc d'Afrique, le Tchad, qu'on salue respectueusement. Alors vous êtes là parce que vous êtes passionné par le slam, vous êtes liés, vous êtes des frères en slam, si on peut s'exprimer ainsi. C'est ça. Alors, honneur à celui qui vient de l'étranger, l'Aquaba. Aquaba traditionnel. Vous avez déjà visité Abidjan? C'est la 3e fois que j'arrive à Ah Abidjan. d'accord. Qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce que vous aimez à Abidjan? La tieke, ça c'est le numéro 1. Ok, ensuite La Drogba. La Drogba. La Drogba, ok. Okay, c'est le matin, les enfants regardent aussi. Alors, ça va? Alors, quel est l'état du slam au Tchad? L'état du slam au Tchad, je dirais plutôt que le slam se porte bien. Et je sors justement d'un concert au Tchad où, comme d'habitude, c'est toujours guichet fermé le slam au Tchad. Les slameurs ivoiriens qui ont fait le déplacement au Tchad aussi peuvent en témoigner, Bidjo, Ami. Et on a un festival qui sera à sa 5e édition. Et la Coupe d'Afrique de slam aussi a eu lieu au Tchad. Donc le slam se porte bien au Tchad. L'islam se développe aisément. On reviendra aux fondamentaux et à voir les origines du slam et qu'est-ce que cela constitue pour créer, pourquoi pas, de nouveaux adeptes. Oui, le slam, c'est cet art-là qui, on va dire, qui est en plein essor, hein, on va dire, en Côte d'Ivoire. Surtout qu'il a commencé dans les années 80, on va dire les années 80, aux États-Unis, sous l'instigation de Mark Kelly Smith, qui était un journaliste et puis poète, écrivain aussi, qui est allé une fois à assister à, je vais dire, des lectures poétiques
dans un endroit et il s'est rendu compte que il n'y avait pas de vie en fait. Je dirais pas, il n'y avait pas de vie, c'était un peu, il y avait de laxisme, c'était un peu trop simple. C'est linéaire. Linéaire. Il s'est dit que si on continue comme ça, on va finir par tuer la poésie. Il faut donner une autre vie à la poésie. Donc il a initié ce qu'il appelait le slam, des compétitions de poésie. Est-ce que justement le slam n'est pas le nouvel habit de la poésie? On peut le dire. Je vais dire, le slam, c'est de la poésie à la base, mais c'est une nouvelle forme, une nouvelle vie que donne, une âme qu'on donne à la poésie. Voilà, par la déclamation. Si elle en avait, mais je vais dire, on avait déjà mystifié la poésie d'une certaine manière. Les enfants à l'école, on a tous fait l'école quand on disait la poésie, c'était un peu compliqué. Voilà, on voyait ça comme une forêt sacrée où ceux des initiés pouvaient entrer. Voilà. Et aujourd'hui, le slam décomplexe un peu la poésie. Voilà. Ça rend, au fait, le slam fait en sorte que la poésie rentre partout. C'est ça. Vous êtes jeune, ce n'est plus avant on se disait que la poésie c'est une affaire de vieux, de personnes des gars barbus. Là, poésie naturelle. Vous êtes jeune, vous êtes dans le temps. Alors, il y a aussi le côté, on ne va pas se le cacher, ce côté militant, ce côté citoyen du slam. Et c'est ça, en fait, qui fait son essence. Alors, comment ça se matérialise dans les pays africains, notamment chez vous au Tchad? Non, mais en fait... Est-ce que vous participez aux débats sociaux, politiques à travers le slam? Est-ce que vous donnez votre avis? Est-ce que ça vous permet de vous exprimer franchement chez vous? Oui, bien sûr. Le slam, d'abord, c'est l'art de la parole. Et surtout quand vous ne faites pas danser des gens dans les pays comme les nôtres, que je veux dire les nôtres, la Côte d'Ivoire, le Tchad, que ce soit le Cameroun, quand vous ne faites pas danser des gens, il faut leur dire des choses qu'ils veulent entendre. Donc forcément, la parole, quand on prend la parole, il faudrait, quand c'est militant, bien sûr, qu'on parle et que chacun se reconnaît là-dedans, c'est intéressant. Et moi, je me définis plutôt comme un slammer activiste parce que je mets l'art au service d'une cause. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi ce côté ludique. Bien sûr, il y a ce côté ludique, mais je mets en même temps l'art au service du peuple. Justement, le slam, canal verbal par lequel on exprime plusieurs choses. Est-ce qu'il y a plusieurs compartiments? Parce que là, il parle d'un slam assez activiste, engagé. Il y a d'autres formes, peut-être dans la poésie, dans le romantisme? Oui, naturellement. Vous savez que je disais, le slam, c'est de la poésie à la base. Dans la poésie, il n'y a pas que le combat, l'engagement. Il y a le côté, je veux dire, lyrisme, il y a la passion, il y a l'amour, il y a les sentiments. Il y en a qui font aussi de la poésie pour la poésie, juste pour la forme, juste pour la beauté. Donc vous verrez des slammeurs qui ne passent pas peut-être de messages dans le fond, mais qui viennent donner de la beauté du langage, des belles lettres, des constructions des phrases qui sont agréables à entendre et qui viennent, je ne dirais pas amusent, mais qui font voyager, qui donnent du plaisir aux gens. Donc il y a l'engagement, il y a les sentiments, il y a aussi cet aspect ludique, cet aspect, je veux dire, qui fait qu'on est content d'entendre des mots, des belles sonorités et tout. Alors, c'est vrai que dans le slam, c'est la poésie, c'est pas la rime pour la rime, mais la rime pour faire en sorte que le message passe. Quand vous êtes ensemble, lorsque vous êtes ensemble, slameurs d'ici et d'ailleurs, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à vos réalités propres? Les réalités du Tchad ne sont pas celles, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Comment vous faites? Parce que, par exemple, pour un slameur ivoirien, de se sentir à l'aise chez lui, droit dans ses votes au Tchad, en France, aux États-Unis, à Kingston. Comment s'intégrer? Ce que je veux dire, c'est que, déjà, les messages qu'on passe sont des messages universels. C'est-à-dire que si tu parles de jeunesse, les problèmes de la jeunesse en Côte d'Ivoire, tu vas au Tchad, sensiblement, c'est les mêmes problèmes. Donc, on communique déjà à travers même les émotions. Et puis, la communauté du slam est très, très soudée. Ouais, il a parlé tout à l'heure de slameurs ivoiriens qui est allé au Tchad. Et là, ils viennent, on a des amis qui viennent de partout, qu'on reçoit. Et là, c'est une communauté très soudée. C'est dynamique. Dynamique. Vous allez dans un pays, vous êtes slameur, vous cherchez un slameur. Dès que vous avez trouvé un slameur, vous ne payez même plus d'hôtel. Le slameur vous loge, une solidarité, c'est la famille. Quoi. À la bonne franquette, quoi. Donc, on est tous ensemble, on communique beaucoup. On a des plateformes sur les réseaux sociaux et tout. Et on est liés, on est une grande famille. Et Croc, j'ai une grande communauté de slameurs, il peut bien témoigner. Il s'appelle Croque-Mort, mais vous avez fait peur ce matin. Qu'est-ce qui vous inspire ce nom Alix a eu peur, j'ai dû la rassurer. Un peu macabre, ma foi. Oui, en fait... Croquer la mort, bien sûr. À l'époque, ceux qui travaillent dans les... Maintenant, tous ceux qui travaillent dans les pompes funèbres, on les appelle croque-morts. Quand vous voyez, par exemple, les bandes dessinées de Lucky Luke et tout. Mais à l'origine, c'était vraiment des gens qui croquaient des morts.
parce qu'il n'y avait pas toutes ces machines à l'hôpital. Donc, il fallait vraiment trouver une stratégie pour être sûr de ne pas enterrer quelqu'un vivant. Et il fallait croquer l'orteil du mort. Et s'il réagit, bon, à ce moment, on continue à le soigner. Et je croque-mort. Voilà, voilà. Et donc, je me dis actuellement... Vous croquez la vie? Oui, je croque la mort aussi, hein, parce que je me dis qu'il y a des gens qui font semblant d'être morts par rapport à nos problèmes. Donc, on va essayer de leur mordre l'orteil pour les réveiller. Il a commencé. Alors, quand Croque-Mort fait du slam, ça donne quoi? On a beaucoup parlé, c'est bien, on s'est présenté, tout ça. On va improviser. Moi, j'aime bien donner des thèmes comme ça pour montrer qu'on ne s'est pas vu avant. Alors, Croque-Mort, monsieur Croque-Mort, on va parler de la vie. Un slam sur la vie. Vous avez 30 secondes. La vie, c'est d'abord le fœtus, ensuite c'est le ventre. Et la vie, c'est ensuite la respiration avec le cordon ombilical. La vie, c'est un petit cri dans un hôpital. La vie, ce sont les langes. La vie, ce sont les sages-femmes. Et la vie, c'est un médecin. Et la vie, c'est marcher à quatre pattes. Et la vie, c'est se lever. La vie, c'est vivre tout simplement. Croque-vie, mesdames et messieurs, avec nous, on l'a débaptisé de force ici sur ce plateau. Justement, on le prend au mot hein, par rapport à la constitution des textes. Les bases, c'est quoi? On s'inspire de textes déjà existants. Comment ça se fait pour l'écriture? On a un schéma typé dans la tête. Ouais, généralement, on dit qu'on ne rend que ce qu'on consomme. Donc déjà, il faut avoir une bonne base, je vais dire, en termes de lettres, pas forcément faire de grandes études, je ne dis pas, mais quand même, s'abreuver un peu de lecture, avoir un esprit ouvert, savoir observer, avoir consommer des choses en fait. Vous, par exemple, c'est quoi vos influences? Mes influences, déjà, c'était beaucoup de musique avant, parce que j'ai commencé par le rap et tout avant de venir au slam. Donc j'ai écouté beaucoup de rappeurs à l'époque qui m'ont inspiré, qui me poussaient. Le rap est aussi l'antichambre de beaucoup de slam. Voilà, donc j'ai beaucoup écouté de rap. Grand Corps Malade notamment. Grand Corps Malade, j'ai écouté Ayam, beaucoup de rappeurs français à l'époque, Stézo. Voilà, des textes bien construits. Je me suis abreuvé en tout cas. Claude Mbarali. Ouais, bon d'accord. Bon. C'est la référence de Marco. Donc j'ai écouté beaucoup de musique. Donc chacun, il y en a c'est la lecture. Solar. Il y en a c'est la lecture, il y en a qui sont beaucoup lus. Il y en a c'est beaucoup de films. Donc il faut, en fait, ce truc déclencheur là, ce truc qui vous donne cette sensibilité. Un déclic. Ouais, un déclic qui vous donne cette sensibilité, qui vous pousse à parler de quelque chose, qui vous pousse à parler d'un sujet. Donc il faut avoir une base, je dirais. Voilà. Une base qui, après ça, maintenant, bon, les techniques d'écriture, ça peut s'apprendre. La nomenclature, ça donne quoi pour écrire un bon texte aslamien? On se base sur un mot, sur un groupe de mots, il y a un refrain qui vient, comment oui, donc chacun, ça va varier d'un slammer à un autre. Hein. Moi, par exemple, ça peut être un refrain. Je vais parler d'un thème, ok, il faut que je trouve un refrain accrocheur. C'est mon côté un peu musique, rap qui fait ça. Donc, je trouve un refrain accrocheur. Quand je vous dis, par exemple, là, tout de suite, comme ça, galère. Galère, ghetto, grégali, gourmet. Ici, nous, on mène une vie en 4G. Gaba, Gari, Galette, Gofloto. Ici, nos Dabalis sont en 4G. Gros plan. Gozon, Belay, Galère, Ghetto. Ici, notre vie sont en 4G. Tu vois, nous, on n'a pas attendu Internet avant d'avoir 4G. On n'a pas attendu Internet avant d'être 4G. Donc, je peux poser un refrain comme ça, déjà, qui titille les oreilles, déjà. Puis après, je fais tout le reste, je cherche les mots. Et donc, vous attendez, donc on a envoyé les boleleux. Voilà. Des quoi? Boleleux. Ah, mais d'accord. Ça, c'est un mot que je vais mettre dans mon prochain slam. C'est une inspiration. Alors, Croque-Mort, et c'est quoi l'avenir du slam en Afrique? Déjà, on mesure les choses. C'est comme le développement. Il y a un indice. On essaie de voir un peu où était la Côte d'Ivoire en 88, ensuite où est la Côte d'Ivoire en 90, et ensuite on progresse jusqu'en 2019. Et donc le slam, forcément, quand ça a commencé, c'était quoi, 2-3 personnes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a un festival. Donc l'avenir, ça va aller grandissant, tout comme le rap, tout comme l'usine de fabrication de je ne sais pas quoi. Donc ça va être la même chose. Et quand ça grandit, c'est une sorte d'entonnoir. Ça a commencé petit, ça va comme ça. Donc après, on aura bien sûr une grande ligne bientôt. Donc oui, le slam va grandir, c'est sûr. Et je suis sûr qu'à la RTI, il y a 5-10 ans, il n'y avait certainement pas des slammeurs qui venaient sur le plateau parler du slam. Oui.
Donc, voilà. Oui, parlons de nouveautés, de nouveaux concepts et tout. L'adhésion ici, comment ça se fait? Comment ça se présente? Est-ce qu'on a une forte communauté de slameurs chez nous en Côte d'Ivoire? Oui, la communauté va de plus en plus. En fait, on s'étend, on ne sait pas, on sait pas où on s'arrêtera. Sur les réseaux sociaux. On ne sait pas où on s'arrêtera. Comme je le disais tout à l'heure, on a commencé notre premier spectacle en 2013 quand on lançait vraiment en 2014 quand on lançait vraiment les choses. Après toute la campagne qu'on a faite sur les réseaux sociaux, on a eu 2 personnes dans la salle. Voilà, 2 spectateurs, c'était à Treichville, je me rappelle bien. Je fais tout le collectif, il se rappelle. On était à 2 personnes en termes de public. Comme vous le dites si bien dans un de vos slams, Molo Molo. Voilà, on cotise nos Moro. Voilà. Moro. Et aujourd'hui, en 2019, 5 ans après, on organise un festival avec, je vais dire, des spectacles dans des grandes salles. Donc, il y a une forte communauté. Ici, moi, je pense que ce qui fait notre force, c'est parce qu'on est soudés. Ici, on est soudés. Le collectif au nom du slam n'est pas le seul collectif de slameurs sur la place. Il y a l'école des poètes, je pense que vous avez reçu dans le cadre de l'hommage à Dadier, l'école des poètes. Mais quand vous nous voyez, c'est comme s'il n'y avait pas deux collectifs ou 2 groupes. C'est la famille. Ils nous aident sur Babi. Il n'y a pas d'esprit de concurrence. Non. La concurrence, c'est avec soi-même, quoi, en fait. Comment se surpasser soi-même. Être meilleur que l'homme qu'on était il y a une minute, une seconde. C'est tout. Sinon, l'esprit slam, c'est le partage, c'est la famille. On est ensemble. Et quand vous voyez, on est tous soudés hier. On a reçu tous les festivaliers. On est un endroit où tout ça, enseigne-nous le slam, Alix et moi. Moi, je vais faire un slam. Quelles sont les bases? Et puis Alix va me faire un slam. Bon, je pense que Croc peut vous donner tous les détails. Moi, c'est un slam guidé. Je veux séduire quelqu'un. Je slam. On vous voit venir. Je veux séduire quelqu'un. Je veux séduire ma gestionnaire à la banque pour qu'elle me fasse les critiques. Mais déjà... Non, je blague. On me regarde. Oui. Déjà, c'est le fait de séduire, ça veut dire que quelque part, il y a un élément déclencheur. Donc, commencez par citer ce qui vous... soyez honnête et citez ce qui vous attire. Et ça fait émettre des rimes. C'est le chéquier, la signature, la gestionnaire. Signature que j'attends depuis tant de temps. Oui, mais justement, vous commencez par ce qui vous c'est comme vous voulez construire une maison, vous cherchez de gravier, du ciment. Un crédit bancaire au fond de vos yeux. Qui sait? Peut-être que cela va changer ma vie. Ou changer nos vies. Juste une signature sur mon cœur ou sur le corps du chèque. Et on ne sait jamais. Plus triste, pour que ce soit plus triste. Plus triste. Ah oui, l'émotion à l'intérieur, ça compte beaucoup. Ah non, mais... De faire la tristesse. J'ai les mouchoirs. C'est pas possible. Y a qui? Bon, c'est ça, Alix, à vous maintenant. À moi. Donnez un thème à Alix pour un slam. C'est une grande actrice, Alix, allez-y. Ouais, séduire son voisin. Séduire mon voisin? Son voisin de droite. On va me chuter. Mais pourquoi? Je fais semblant. Équipe. Voisin à côté droit ou gauche, dans, on va dire, l'environnement de cette matinale, le voisin toujours à mes côtés me séduit de sa présence. Et de sa présence, il vous fait partager le bonheur du matin. Bonheur. Ah, encore. Mais je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Hein. On va trouver une scène à l'islam. C'est ça. Le slam permet de donner la vérité sur tout ce qui était caché. C'est ça, c'est ça. Les révélations. Le monde entier. Au moins, c'est sincère. Le monde entier. À la base, on tombe des rôles. Au Tchad, à Abidjan, partout, le monde entier sait que Alix Anjaï. Alix est fan de maths. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la fin? Vous êtes venu avec des personnes? Des invités. Il y a qui? Ils viennent d'où? On a Blanche-Neige qui vient de la France. Blanche-Neige? Oui. Même si elle ne va pas parler, il faut qu'elle vienne, on peut la voir. Blanche-Neige. Venez au pays des merveilles. Ah oui. Elle nous vient de la France, Babi Slam. Ensuite, nous avons... On a Harmonie, notre championne du Bénin. Harmonie. Ah, qui vient du Bénin. Oui. C'est un art qui intéresse aussi plein de femmes, beaucoup de femmes. Voilà, oui, beaucoup de femmes. On a beaucoup de femmes qui viennent. Oui. On a Sekacha, de l'école des poètes. Sekacha, 2 fois vice-champion de Côte d'Ivoire d'Islam. Wow. Voilà. 2 fois vice. Il est temps maintenant de devenir champion. Voilà, ces années, ça va bonne. Et on a Dégostel, de l'école des poètes aussi. Les noms là, comment vous choisissez ça? Bon là, chacun va expliquer son nom. On a Dégostel de l'école des poètes, qui est aussi membre de l'organisation de Babi Slam.
très actif. Non, mais il reste là, il reste là. Oui. Voilà, comme ça, c'est équilibré. Ouais, okay. Alors, donc, ça se passe toujours comment avec l'inspiration? C'est Blanche-Neige, quand elle parle à Kabijik, on se comprend toujours slamtiquement parlant? Non, on se comprend toujours. On slame, les regards disent tout. Hein. Les regards disent tout. Il y a les codes. Il y a les codes, il y a la famille, c'est... Blanche-Neige, ça va, tranquille. Donc, il n'y a pas de... On a tous en commun la liberté. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, ça se passe très bien, très bien. C'est ça, comment esprit de liberté. Un slameur, c'est quelqu'un qui est libre. Liberté dans l'esprit. Oui, absolument. Il faut être libre pour pouvoir faire des choses. Parce qu'il faut que le gendarme, il faut savoir ligoter le gendarme qui est dans la tête pour pouvoir écrire des textes. Il ne faut pas se censurer. Oui. On parle de tout. L'autocensure est peut-être la mauvaise chose qui puisse arriver à moi. Je suis un gars libre et je connais mes limites. Je sais que je ne dois pas dire ça. Tout à l'heure, quand j'ai commencé par la Drogba, on m'a dit c'est le matin, les enfants regardent. Alors, on peut faire un truc ensemble, vous deux. Mais on ne va pas entendre leur voix, mais si, ils vont faire quelque chose quand même. D'accord. Un truc improvisé pour vous tous, quoi. Allez-y, nous, on vous écoute. OK. Ici, c'est Babi. Ici, c'est Babi Islam. On vous invite à venir écouter les mots. Venez réjouir votre âme. Ici, on s'enjaille parce qu'il y a Alice et Marcelin qui nous font la part belle. C'est matin bonheur, on s'enjaille, il n'y a rien de tel. Babi Islam vous invite à dire des mots, à écouter des mots, à libérer vos cœurs, à partir en impro. Et avec, comme on vous offre des galettes, venez vous enjailler, il n'y a rien à faire. Croque, ici c'est Babi. Ouais, j'aime Babi et je ne te parle pas seulement dans locaux. Yeah. Mais j'ai découvert la Côte d'Ivoire par Ami, par Bidjo, mais aussi à travers les alocos. Et j'ai découvert Babi en slam. Et dans la salle, on aimerait que tout le monde vienne pour qu'ensemble on déclame. Respect Babi, respect Abidjan, respect Côte d'Ivoire. Et Babi va crier slam. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vive le slam, en tout cas, merci d'être passé. Merci aussi à Christelle Akoussa. On n'a même plus envie de vous laisser. On va prendre des cours. Ils sont scotchés là-haut, là. Ils n'ont même plus la force de passer le générique. Vous voyez la force du slam? Oui, c'est ça le slam. C'est ça le slam. Oui. Tout le monde va partir. On va aller faire du slam. Et pour les enfants, comment on fait? Les enfants peuvent venir aussi? Oui. Les thèmes sont accessibles à tous. Pour le slam en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne peut pas inscrire ça au programme scolaire? Il y a par exemple... Il y a eu quelque chose de formidable. Et moi, j'ai copié ça. Et je vais aller répliquer ça au Tchad. C'était vraiment formidable. On était dans une école de la place lycée de la place. On a fait des ateliers. C'était la restitution. Des enfants qui ont fait des textes, qui ont fait une compétition, mais on en a pris plein la figure, quoi. Voilà, les enfants de l'école primaire, de CE2 au CM2. C'était génial. Donc je pense qu'on est en train de militer dans le sens de pouvoir quand même... Une pépinière de Voilà, quand même, dans les écoles et tout. Je pense que ça va se faire. Quand est-ce qu'on va remplir à Noumambo pour une compétition de slam? Ça, c'est mon rêve, ça. Oui, en tout cas, déjà, au Burkina, ça s'est fait, des grandes salles. Mais ici, je pense qu'on est sur la bonne voie, avec le soutien des personnes comme Alice, comme Marcelin, qui nous soutient depuis le jour où il m'a vu. Il ne m'a plus jamais lâché. Moi, je l'ai découvert au Massa. Au Massa, c'était en quelle année? En 2016. 2016, il m'a vraiment bluffé. J'ai dit, ce monsieur-là, vraiment, il faut qu'il m'apprenne à slammer. Il m'a vraiment appris à slammer. Ça m'a permis de beaucoup échauffer. Donc voilà, c'est bien. Arnold, en tout cas. Ça va se faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et Merci. messieurs, sur Matin Bonheur, qu'on soit à Lomé, Cotonou, N'Djamena, Paris, Saint-Denis, slamtiquement votre. Ciao, ciao. Merci.